elle a 37 et moi j'ai 50, elle a donc 22 ans, moins de moi. C'est pas du tout un problème en Thaïlande, c'est plutôt les règles. Il y a certains sujets, on discute pas, c'est pas quelque chose qui manque de discuter forcément la politique ou les avantages, les femmes, excuse-moi, ils sont plus belles, plus féminines, etc. You do not have sex on the first date. Bienvenue dans le pays du sourire et des massages. Alors aujourd'hui, je vais interviewer Bo. C'est un grand Danois. Il parle très bien français. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Bref, j'ai assez parlé. Maintenant, je vais lui donner la parole parce qu'il est à côté de moi. On marche tous les deux. On est dans quel parc déjà, Bo? On est le nouveau Bangkok City Park, qui est en fait le lac qu'on voit ici et qui a été donc... On peut montrer ils sont rachetés un autre côté de parc qui est très sympa avec des ponts surélevés. Et voilà, donc bonjour, je m'appelle Bo Christensen, je suis danois à Bangkok depuis 22 ans presque. Voilà, j'ai fait ma vie ici depuis 2002. Je pense que tu vas avoir plein de choses à nous raconter. La première question peut-être que je vais te poser, c'est quel a été le déclic pour toi de venir habiter ici en Thaïlande? Bref, c'était l'aventure. J'ai toujours été attiré par des choses qui sont différentes que moi-même, au niveau culture, au niveau nourriture, au niveau temps, au niveau mentalité. Donc l'Asie, effectivement, c'est très loin de la mentalité, culture et mode de vie danoise, européenne. Je suis parti en 2002. Il ne faut pas oublier les femmes aussi. D'accord, bah tiens, justement, je rebondis là-dessus. Quelles ont été tes premières expériences ici et est-ce que tu avais un a priori par rapport aux femmes thaïlandaises? Au début, on était un petit peu, je dirais, à la garde. C'est que c'est différent. Mais bien sûr, comme j'ai dit, quand c'est différent que toi-même, on est attiré par des choses. Moi, je suis attiré par des choses que je ne comprends pas. C'est pour ça que d'ailleurs je ne suis pas avec des Danois ici ou des autres Scandinaves, très peu, parce que je sais déjà comment ils pensent. Je préfère d'être avec quelqu'un, quelle que soit une femme ou un homme, qui est différent que moi, qui pourrait m'apprendre des choses. Même à mon âge, je pense que je peux apprendre beaucoup de choses. J'ai une vie maintenant ici que je ne regrette à aucun moment. Je suis parti, j'avais l'âge de 45 à peu près. Et pour moi, à cette époque, c'était la première fois que je partais en Asie. Donc c'était effectivement une grande aventure. D'accord, la première fois que tu es venu ici en Asie et tu es tombé amoureux, si ce n'est des femmes thaïlandaises, tu es tombé amoureux du pays? Je suis tombé amoureux du pays et je suis tombé amoureux plusieurs fois aussi. Et je suis marié depuis à peu près 15 ans. Donc après une période de 6-7 ans. J'ai trouvé ma femme avec qui je suis, avec qui j'ai un enfant, j'ai une fille de 13 ans. D'accord. Donc, qui est donc bien sûr moitié-moitié, métissée. D'accord, je pense que souvent les métisses sont les plus jolies. Donc, voilà, les mélanges font des meilleurs produits. Souvent les abonnés, ça les intéresse aussi de savoir quel genre de femmes ils peuvent rencontrer et d'éviter un petit peu tous les a priori. Maintenant, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil spécifiquement par rapport à quelqu'un qui est célibataire et qui voudrait venir ici pour rencontrer l'amour tout simplement? Là, c'est une longue question avec beaucoup de réponses. Premièrement, je pense que venant de la France, d'ailleurs, où j'étais avant, la mentalité, c'est que c'est un sport de ne pas être d'accord. On aime bien discuter. Ici, la culture femme ou homme, c'est que on n'arrive pas trop à discuter, à entrer dans une discussion difficile. Et donc, il faut quelque part accepter que la femme n'a pas envie de discuter des sujets très profonds. Ça peut être conçu comme superficiel, mais en fait, c'est leur manière de... Ça vient de bouddhisme, le fait que on n'aime pas trop entrer dans un conflit, on ne parle pas trop de royaume, de roi, la politique, des choses comme ça. Ça c'est fondamentalement quelque chose qui est différent que la mode de pensée en Europe.
tu as fait des belles rencontres, ou tu as fait plutôt des rencontres dramatiques, où il y a eu de tout, avant que tu trouves ta femme et que tu sois bien, on va dire, pour fonder une famille? Bien sûr, j'ai fait mes démarches, j'ai fait mes rencontres. Je voulais faire une seule, pas une alerte rouge, mais là où je voulais faire une sorte avertir les gens, c'est de peut-être faire un petit peu attention aux personnes qui sont dans un niveau social très haut, donc disons riches. Donc il y a une notion de la richesse, de la pouvoir, de la puissance de ces personnes pourrait être un mélange un peu dangereux des fois. D'accord. Je comprends ce que je veux dire. Et que il y a un niveau d'élite ici où les plus de 3-5% de gens les plus privilégiés, ils sont quelque part intouchables. Et avec tout ce que ça veut dire au niveau. Donc là, tu es surtout dans le mode business, si tu veux faire du business. Là, on n'est pas dans les relations homme-femme. Je parle de tout niveau de relations, que ce soit business ou personnel ou avec tes femmes. Il faut faire des pas très comment on dit, faut être vigilant en fait. Faut être vigilant. Faut être prudent et prendre son temps, voilà, pas se précipiter. Ouais. Un autre point que j'ai toujours pensé, qui est peut-être le plus important avec les femmes, avec les relations d'affaires, c'est ce qu'on appelle la perte de face, lose face. Oui, j'en ai entendu parler. On ne peut pas se permettre de moquer des gens, comme on fait des fois en Europe, en France, au Danemark. On peut se moquer des gens. Je te laisse tenir 2 minutes, faut que je change. Je le tiens. Parce que, en fait, j'ai toujours mon bras en écharpe, on n'est pas là pour parler de ça, mais là, je voulais changer de bras et voilà, mais je te demande un petit peu un petit coup de main. Je tiens tu peux te regarder. Caméra, pardon. Et donc, les notions de perte de face, c'est quelque chose qui est très important si tu fais des affaires ou avec les sociétés ou avec les femmes, de ne pas faire en sorte qu'elles perdent leur face. D'accord. Que ça soit au niveau amitié ou que ça soit au niveau business, en fait, ils ne doivent pas perdre la face. Ouais. Même en amour, en fait. C'est-à-dire que même en amour, quand... Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire, même à une femme qu'on dirait chez nous, en Europe, où on dirait certaines choses, ça passerait. En Europe, on peut facilement se moquer de quelqu'un. Lorsqu'ici, c'est très délicat parce qu'il y a une espèce de fierté qu'on ne peut pas vraiment toucher, quoi. Donc quand tu es arrivé ici en Thaïlande, quelle a été ta première activité? En fait, je suis venu, j'avais pas de travail pendant les premières 3 à 6 mois. En fait, j'avais un peu d'argent d'Europe et je me disais, j'essaie de survivre quelque part pendant une période de 12 mois, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de sous. D'accord. Et en même temps, cherchant un peu les opportunités du travail, etc. Je me suis dit, bon, en Europe, j'avais partenaire d'une grande société, etc. La première chose que je me suis dit, c'est d'arrêter de chercher des choses pareilles. Je veux dire, de sortir de boîtier, comme on dit, get out of your box. Donc de faire quelque chose de nouveau, un nouveau métier. Pas forcément chercher quelque chose qui est dans ton domaine. Et ça, je pense que c'est mon conseil aux gens qui arrivent ici. C'est les avocats ou autre chose. Essaye de chercher autre chose et commencer dans un autre domaine. Et faire beaucoup de networking, faire beaucoup de... Oui, de networking, c'est de faire du réseau, de rencontrer plein de monde et voilà, d'accord, ok. Et donc toi, tu as rencontré ici beaucoup d'étrangers. Tu as fait des affaires ici avec certaines personnes expatriées ou non? Tout à fait, voilà. Au début, je rencontrais d'autres gens d'Europe. Parce que le fait, on est des Européens qui sont 6000 km de chez nous. On est un petit peu plus, on se donne des coups de main, on arrive à s'aider, à se connecter pour trouver des opportunités. Et voilà, le premier travail, c'était avec des sociétés européennes. Bien sûr, l'avantage qu'on a ici, pour moi, c'était de parler anglais. Donc, facilement faire le relais avec des sociétés qui ne connaissent pas la Thaïlande.
Alors justement, moi j'entends très souvent dire que eh bien, on se fait plutôt arnaquer par les expats ici quand on vient en Thaïlande. Alors raconte-moi les expériences, parce que tu as eu plusieurs affaires, raconte-moi les mauvaises et les bonnes expériences que tu as eues. Les arnaques moi-même, non. Personnellement, je n'ai pas eu de mauvaises expériences. C'est vrai que j'ai entendu parler des gens qui peut-être ils sont peut-être pas assez protégés par des contrats, etc. avec leur associé. Ça peut arriver. Personnellement, non. Mais c'est des choses qui... Bon, après les dernières dizaines d'années, il y a eu des histoires d'arnaques sur l'internet, bien sûr, sur les investissements sur les différentes cryptos ou Ponzi. Et ça c'est pas forcément en Thaïlande, ça peut être partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'ici, on cherche peut-être... on est peut-être un peu plus naïf, parce qu'on est dans un pays où on ne connaît pas tous les pièges, effectivement. Oui, et on risque facilement de faire confiance à des personnes justement qui vont être sympathiques, qui vont parler notre langue. Oui, voilà. Mais personnellement, non, j'ai pas eu de mauvais... Peut-être aussi parce que j'ai fait des petits pas au début, j'ai pas fait trop de démarches d'investissement, etc. En fait, j'ai eu des petits travails au début. Je travaillais comme commercial pour une boîte allemande. Et après un an, j'ai resté dans le domaine des ventes parce que c'était mon background d'Europe. Mais encore une fois, j'ai pas cherché un poste de haut niveau, d'être directeur commercial ou d'être... parce qu'on est dans un autre pays, il faut être humble. Et donc je commençais un petit peu pas par zéro, mais j'ai dit un travail. Oui, voilà, je commence à juste vendre des produits d'informatique, etc. Et après ça m'a fait un peu démarcher dans ce domaine ici. Et après c'est vrai que je me suis spécialisé dans différents domaines. Après où je me suis permis d'avoir de postes plus élevés, comme partout dans le monde. Et donc tu as créé ton entreprise. Tu as créé ton entreprise. Je suis resté employé jusqu'à il y a à peu près 6 ans. Et j'étais dans le domaine de informatique et après spécialisé dans tout ce qu'elle appelle l'informatique et les startups pour les hospitality en fait. Hospitality, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, tous les logiciels, les systèmes de booking, les systèmes de coupons, etc. Et donc après ça, il y a 6 ans, j'ai arrêté de travailler et donc j'ai créé ma propre société. Et depuis 6 ans, je suis en fait broker d'introduire de personnes qui ne se connaissent pas. Et ça peut être dans le domaine de gaz, de l'huile, finance, banque. Et en fait, ça c'est l'accumulation, comment tu dis en français? L'accumulation de connaissances qui fait que, comme tu viens de dire, qu'on peut se faire arnaquer. Mais si tu connais quelqu'un depuis 20 ans, là tu gagnes la confiance. Et là, depuis 5 ans, j'arrive à, je dirais, confier cette relation. Ça veut dire que j'ai introduit une personne qui cherche une autre personne et dans le domaine de banque ou finance ou vente. Et c'est après une longue période que je peux faire ça parce que effectivement ça prend du temps pour établir cette confiance. Pour gagner la confiance justement, voilà. Et maintenant tu es reconnu comme quelqu'un de fiable. Donc, j'espère bien, oui, parce que ça a créé des bonnes relations. En fait, je ne suis pas un expert du tout dans la banque, ni dans le pétrole, ni dans le gaz, mais je peux relier, connecter des personnes qui ont les compétences et à des personnes qui cherchent justement ces personnes. Moi, j'ai fait en fait le relais comme un broker, et comme ça, je travaille dans ce domaine-là, de connecter les gens. Et comment tu les trouves donc tes clients ou ces personnes justement que tu mets en relation? Le networking c'est un petit peu un métier ou un art. Ça veut dire que si tu cherches une personne
qui a un savoir-faire dans un métier, il ne faut pas penser à la personne avec qui tu parles. Il faut penser qui la personne connaît, donc au deuxième niveau. Donc c'est la même manière de rapprocher des femmes. Ça veut dire que le premier rencontre, on pose 2-3 questions, mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est la même chose. Moi, à ce jour-là, je rencontre quelqu'un dans un restaurant, je ne demande jamais « What are you doing ?» Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour moi, c'est presque impoli. Je préfère établir une confiance, de s'amuser, prendre quelques verres. Est-ce que tu es heureux à Bangkok? Pour moi, la question « Qu'est-ce que tu fais ?» c'est un petit peu plus direct. Je préfère que ce soit une question après 1 heure ou après 2 jours. Je suis complètement d'accord, et c'est vrai que souvent, c'est genre on va te mettre une étiquette en plus. On va te demander ce que tu fais, et par rapport à ce que tu fais, on va te mettre dans une catégorie. Et ça peut clore une discussion, alors que justement, on peut discuter de plein d'autres choses. Tout à fait. Au début, souvent je suis allé dans des sessions, dans séances de networking, le Chamber of Commerce, le Chambre de commerce. Et là, c'est vrai que c'est effectivement 100% networking, mais c'est presque trop. Parce que tu as des gens qui arrivent tout de suite, « Oh, can I have your business card ?» Et voilà, il n'y a pas la notion de sympathiser. Et donc lorsque maintenant, les connaissances que je fais, c'est à travers les amitiés. Et après 2-3 rendez-vous, on rentre au dîner. Ah, tu fais ça? Ok, bon bah écoute, je connais quelqu'un qui pourrait éventuellement être intéressé de ça. Mais pas... You do not have sex on the first date. Ouais, excuse-moi, mais c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est vrai, mais en fait, quand tu fais le parallèle entre le... c'est un peu de la séduction, et c'est vrai que si tu rencontres une fille et que tu lui rentres dedans, ça va pas bien se passer. Les affaires, c'est pareil. Et après, en plus de ça, si maintenant, ça fait pas 6 mois que tu es là, c'est-à-dire que les gens, ils savent que tu es ici à Bangkok depuis combien? 15 ans, 20 ans? Non, 22 ans, oui. Mais effectivement, c'est ça. Et les gens, ils arrivent à faire un peu de background check-in, tu dis qu'est-ce que tu connais, tu vois, et ils se renseignent sur toi. Si tu as fait une gaffe quelque part, ça va être connu. Donc tu es là depuis 20 ans, écoute, ça veut dire que pas fait trop mal, quoi. Donc tu me disais que tu étais marié depuis une 15aine d'années à peu près. Comment dire, tu sais, la plupart du temps, comme on peut voir, c'est que les étrangers sont avec des Thaïlandaises qui sont beaucoup plus jeunes. Alors est-ce que ça te dérange si je te pose la question, quel âge a ta femme? Ma femme, elle a 37 et moi j'ai 50, elle a donc 22 ans, moins de moi. C'est pas du tout un problème en Thaïlande, c'est plutôt les règles ici. Peut-être qu'en Europe, 20 ans de différence, c'est un peu... On va regarder différemment et on va se dire, tiens... Ici, il y a beaucoup plus de, je dirais, je sais pas, de respect pour les gens plus âgés, mais il y a moins d'ambiguïté par rapport à cette notion d'âge. Et pour moi, c'est vrai que ma femme, peut-être qu'on arrive, comme je disais tout à l'heure, il y a certains sujets où on discute pas, mais c'est pas quelque chose qui me manque de discuter forcément la politique ou... C'est plutôt ennuyeux et c'est source de conflit la plupart du temps. Donc, oui, je dirais, la plupart des femmes ici que tu le rencontres, en fait, tu cherches quelqu'un qui a un petit peu de résistance par rapport à ce que tu dis, ce que tu fais. Au début, c'est un petit peu, comme on dit en thaï, à la gedai. Qu'est-ce que tu veux manger? À la gedai, up to you, comme tu veux. Et après, simplement, ça devient presque un peu ennuyeux. Tu veux un petit peu de résistance. Qu'est-ce que tu veux manger? Quel film, qu'est-ce que tu veux voir, etc. Et avec ma femme, que j'ai trouvé, c'est qu'elle a une certaine résistance, voilà, sa personnalité, une attitude. Et ça, c'est... Ça veut dire qu'elle a du tempérament, ou c'est ça? Ou tempérament, sa propre personnalité,
des fois est difficile je dirais, à sortir, parce que à cause de la culture. Oui, il y a toujours cette différence de culture. Oui. Et il faut arriver à surmonter ça. Mais surmonter, c'est un bien grand je mot, dirais mais... les avantages, les femmes, excuse-moi, ils sont plus belles, ils sont plus la souplesse, plus féminine, etc. Donc c'est un équilibre. Donc, jalouse aussi, non? Jalouse aussi, non? Elles sont très jalouses. Pour moi, ma femme, elle était jalouse au début, mais bon, c'est une question de temps après ça. Mais c'est vrai que c'est un phénomène relativement, bien rodé, bien ici. Oui, donc par rapport aux femmes, depuis 22 ans, j'ai créé ma propre petite philosophie de poche, comme on dit. Et j'ai deux niveaux. Premier niveau, la femme, il faut qu'elle soit une princesse. Deuxièmement, excuse-moi, une salope. Et troisièmement, une amie. Alors que j'explique, la princesse, c'est la femme que tu vois de loin, elle est belle, etc. La manière qu'elle marche. Et côté salope, bon, c'est clair, c'est au lit, comment elle est physiquement, est-ce qu'il y a une chimie qui passe aussi. Troisièmement, l'amitié. Est-ce que c'est une amie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux lui confier avec tes problèmes profonds, discuter quand tu as des mauvaises journées. Ça, c'est les trois premiers niveaux. Alors, deuxième niveau, j'ai trouvé qu'il y a trois qualités qui sont fondamentales. Et s'il n'y a que 2 sur 3, une relation ne peut pas continuer. Ça, c'est pour moi. Alors, si ça marche pour d'autres, je ne sais pas. Premièrement, il faut qu'il y ait l'appréciation. L'appréciation. Savoir apprécier. Savoir apprécier, d'accord. Voilà. C'est pas forcément que la femme dise merci, mais au moins tu sens qu'elle apprécie ce que tu fais pour elle. Et d'ailleurs, quand tu parles de traiter comme, qu'elle soit des princesses, est-ce que ça veut dire aussi que toi, tu traites également ta femme comme une princesse, dans le sens où tu vas prendre soin d'elle, tu vas take care, comme ils disent beaucoup, et également de leur feeling, de leurs choses comme ça? Bien sûr. Cette côté de princesse ou prince, ça existe beaucoup plus ici qu'en Europe, encore moins au Danemark. Bon, en France, il y a aussi les relations prince-princesse. Mais pour continuer, les trois niveaux dont je parle, et donc le premier c'est l'appréciation, le deuxième c'est l'humour. De pouvoir rigoler ensemble. Mais troisième, c'est peut-être le plus important entre les trois, c'est la curiosité. C'est-à-dire, est-ce que la femme a envie d'apprendre, de savoir? Je donne un exemple. J'ai regardé la télé il y a longtemps avec une petite amie. On regarde la télé, on voit l'écran, il y a Hitler et Staline qui sortent sur l'écran. Elle sait qui c'est qui ça? Je peux pas lui en vouloir de ne pas connaître cette personne de l'histoire. Mais je peux en vouloir s'il ne veut pas savoir, tu comprends? Et en l'occurrence, elle a voulu savoir ou pas? Alors voilà, c'est pas une mauvaise question. Who is this guy? Ah ben ça c'est... etc. Et la curiosité, c'est... Des fois tu rencontres des gens qui ne veulent rien, ils bougent. Ils ne veulent pas savoir de ce qui existe à l'extérieur de la Thaïlande. Ou le monde. Ils n'ont pas le côté... Ils n'ont pas ce que tu veux dire, l'ouverture d'esprit. Et donc après, maintenant, peut-être avec les nouvelles générations, avec Internet, avec tout ça, c'est vrai qu'ils s'ouvrent un petit peu plus. Mais bon, c'est peut-être pas forcément sur l'histoire. C'est peut-être plus sur les réseaux sociaux ou sur un peu les people. Il y a ceux qui restent sur TikTok et ils regardent leur vie à travers cette chaîne-là. Hein. Tu prends une petite photo en backstage? Backstage, ouais. Allez, vas-y, en live. Alors la nuit commence à tomber, on va arrêter cette vidéo. Beau, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview. Tu as encore plein de choses à dire, donc je pense qu'on se reverra. En attendant, eh bien, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner. N'oublie pas. Mettez pourquoi pas un commentaire, bien sûr, un like.
Avant de couper la caméra, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que Écoute, tu voudrais c'était dire très une dernière sympa chose? de faire partie de ça, je te remercie. Et j'espère que vous avez tout compris, malgré mon accent un petit peu belge ou canadien. Mais, Tu parles très bien, tu parles très bien. D'ailleurs, vous pouvez peut-être mettre en commentaire si vous avez très bien compris ce qu'a voulu dire Beau. Merci. Bon, bah écoutez, don't forget to subscribe. Ok, allez, à très bientôt. Ciao, ciao.